petit mot de présentation. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Éric Cacpeau, qui enseigne l'histoire des religions à l'Université de Lorraine, au département de théologie catholique. Il a soutenu sa thèse en 2012 à l'Université de Strasbourg, une thèse sur l'inculturation de l'art chrétien en pays de mission. Donc, vous voyez, c'est un sujet assez particulier. Et il s'intéresse aux œuvres qui allient christianisme et tradition artistique et religieuse africaine. Il a entre autres publié donc, un ouvrage qui s'appelle Art chrétien africain chez l'Harmattan en 2013. Il vient aujourd'hui, donc il a accepté, et je le remercie, de présenter une communication sur les récits fondateurs dans le champ religieux en Afrique subsaharienne. Cela fait partie d'un nouveau champ de recherche, peut-être pas si nouveau que ça, mais en tout cas son champ actuel de recherche donc, sur le mythe en Afrique de manière beaucoup plus globale. Donc merci encore Éric d'avoir accepté et je te laisse bien volontiers la parole. Les récits fondateurs dans le champ religieux en Afrique subsaharienne. Alors, comment cela a commencé ? Je pense que cette question est importante et il suffit de la transposer donc dans l'univers africain pour appréhender la pensée religieuse africaine et la pensée religieuse des peuples. C'est la question du commencement qui construit la pensée religieuse africaine et la nourrit. Alors donc à la question des commencements est étroitement liée celle de la vision du monde. Donc c'est la cosmogonie de certains peuples africains que je propose tout simplement d'explorer ou d'interroger à travers la question suivante. Comment la question des commencements construit la pensée religieuse en Afrique subsaharienne? Pour ce faire, donc, mon exposé va tourner autour de 3 axes. Dans un premier temps, je serai amené à vous présenter le rapport au mythe dans l'espace religieux en Afrique subsaharienne. Ensuite, à travers quelques récits, je montrerai comment ces derniers évoquent les origines du religieux. Et enfin, nous verrons à travers l'exemple de la cosmogonie Dogon comment le mythe est réactualisé par le religieux. L'approche que je vous propose est celle qui est à cheval entre l'anthropologie religieuse et l'histoire des religions. Donc, premier axe, le rapport aux récits fondateurs. Quel est le rapport de l'homme africain vis-à-vis des récits fondateurs? Comment les perçoit-il et comment les comprend-il? Pour répondre donc à cette question, je vais vous présenter rapidement en premier les 2 manières d'appréhender le mythe en Afrique et ensuite le rôle du mythe dans le domaine religieux. Les 2 manières donc d'appréhender le mythe. Les récits sont appréhendés de 2 manières, par le haut et par le bas. Par le haut, le récit mythique constitue un référentiel absolu. C'est une vérité suffisante et dans ce cas, sa remise en cause n'est pas envisageable. Le mythe est force de croyance, un élément qui fonde les croyances et les actes religieux. Par le bas, cette fois-ci, le mythe devient un produit, une justification après coup. Il prend donc la forme d'un simple discours qui vient justifier la place accordée à un élément par une ethnie. Par exemple, c'est probablement parce que le Dogon vit de fonio. Le fonio, c'est donc une céréale répandue dans cette région sahélienne. Et il paraît que c'est la céréale la plus ancienne en Afrique. Et c'est parce que le Dogon vit de fonio qu'il octroie à cette céréale une place capitale dans sa cosmogonie. Pour le Dogon, c'est le noyau, le fonio est le noyau de la terre. Donc, à côté, nous avons un autre peuple, donc le Peul. Les Peuls, pour les Peuls sont un peuple donc, de nomades ce sont des pasteurs et ils vivent principalement en Afrique occidentale. Et pour le Dogon, le bétail est au centre de sa vie et donc de sa vision du monde. Et c'est pour cela que le Peul situe l'origine du monde dans une goutte de lait primordiale, la goutte de lait primordiale.
Et donc, le lait constitue par ce biais l'aliment de base de cette ethnie. Deuxième point, le rôle du mythe dans le champ religieux. Dans l'espace religieux, les récits fondateurs interviennent dans deux domaines principaux, dans l'acquisition des savoirs religieux et dans les pratiques religieuses. Donc le premier cas, l'acquisition des savoirs religieux. Le mythe instruit la personne initiée aux connaissances profondes des choses religieuses. Tandis que le non-initié, tout en appartenant à la communauté ethno-religieuse, n'a qu'une connaissance superficielle des choses religieuses, le membre initié, acquiert une connaissance beaucoup plus poussée et cette connaissance s'effectue par les récits. C'est une connaissance qui se veut lointaine car elle demeure difficilement accessible aux non-initiés, mais surtout parce que son origine se perd dans la nuit des temps. Elle est volontiers ésotérique et permet aux initiés qui ont été au contact des récits fondateurs d'avoir une compréhension beaucoup plus poussée des signes et des actes religieux. Le second domaine dans lequel les récits interviennent, donc dans les rites, le mythe trouve dans la liturgie rituelle son expression la plus directe. De manière générale, les relations mythe et rite se manifestent de la manière suivante. Les récits fondateurs permettent de remonter aux origines du premier acte religieux, et la liturgie ou le rite n'est que la recréation de ce premier acte qui permet aux divinités et aux ancêtres importants de se manifester. Donc de ce fait, les récits fondateurs ont une double valeur, c'est-à-dire entériner l'ordre établi et le rendre opératoire. J'en veux pour preuve un exemple dans l'espace Yoruba. Chez les Yoruba du Nigeria, lors des cérémonies des couronnements des Oba, les Oba sont des rois Yoruba, lors de ces cérémonies, on raconte l'histoire des premiers ancêtres rois élevés au rang des dieux. Et c'est une façon de rappeler ce qui s'est passé dans les temps primordiaux. Et de même, chaque geste de la cérémonie actualise les actes qui sont censés avoir été accomplis lors de la première intronisation. De la sorte, on fait référence aux ancêtres rois et on les rend présents. Alors, donc, pour résumer rapidement dans ce premier axe, on a donc vu que le mythe se saisit de deux manières en Afrique subsaharienne, par le haut et par le bas. Et dans le champ religieux, il intervient dans l'acquisition de la connaissance profonde des choses religieuses et trouve dans la liturgie rituelle son expression la plus directe. Je passe maintenant donc au deuxième axe. Représentation cosmogonique et origine du religieux. Il suffit de demander à un Africain comment il voit le monde pour qu'il vous réponde. Alors, je vous réponds donc. Le monde, l'univers est composé de deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Et au centre, il y a les êtres. Et les liens qui unissent les êtres sont des liens étroitement hiérarchisés. À la tête de tous les êtres, il y a l'être suprême qui est en même temps donc le créateur. Ensuite, il y a les divinités secondaires qui sont réparties en divinités de la nature et en divinités tutélaires, c'est-à-dire les dieux protecteurs. Ensuite, nous avons les ancêtres qui sont beaucoup plus proches des peuples et qui interviennent dans leur vie. Et tout en bas, nous avons les hommes. Les hommes sont en bas. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui n'ont pas accès aux deux mondes. C'est-à-dire de leur vivant, ils n'ont pas accès au monde invisible. Donc, ils sont en bas de l'échelle. Cette vision du cosmos nous est livrée par les récits fondateurs qui permettent d'approcher la pensée religieuse de certains peuples africains.
Alors, comment les récits évoquent-ils les origines du divin à travers la vision hiérarchique des êtres évoqués que je viens donc d'évoquer? D'abord, les origines de l'univers. Comment l'univers est apparu? Vous posiez tout à l'heure la question de savoir si l'univers se fait par la volonté d'une divinité ou par des éléments. En Afrique, justement, dans les récits, de manière générale, on a deux types. Soit l'univers est créé, soit avec la volonté ou est l'œuvre d'un Dieu créateur, ou est provoqué par les éléments cosmiques ou atmosphériques. Dans ce cas, donc, de la création causée par les éléments cosmiques ou atmosphériques, la forme la plus répandue, c'est le motif de l'œuf primordial. C'est ce qu'on appelle l'embryologie. Donc l'œuf cosmique qui n'est pas forcément créé, mais cet œuf, du coup, contient potentiellement en état de gestation tous les éléments et tous les êtres. Donc, et ce motif est vraiment répandu, beaucoup plus répandu en Afrique de l'Ouest. J'en donne un exemple. Chez les Fali du nord Cameroun, donc les Fali, c'est donc une ethnie du nord Cameroun, à l'origine, il y a un œuf de crapaud et un œuf de tortue. Les deux œufs tournoyaient dans l'atmosphère et s'étant heurtés, deux terres carrées surgissent de leur enveloppe brisée. Donc, c'est un type qui se fait vraiment hors de la volonté d'un créateur. Un autre type, maintenant, chez les Wapangwa. Les Wapangwa sont une ethnie de la Tanzanie, donc en Afrique centrale. Et chez les Wapangwa, c'est la matière fécale des fourmis qui crée la terre. Pourquoi? Initialement, il y avait un arbre gigantesque au milieu du vide. Et il y a un vent violent qui souffle et qui brise une branche et la branche sur laquelle il y avait des fourmis. Cette branche tombe, les fourmis se nourrissent des feuilles et lorsqu'elles n'ont plus rien à manger, elles se nourrissent de leurs excréments. Et donc ce capital fécal, plus elles se nourrissent de leurs excréments, plus elles en rejettent. Et donc du coup, ce capital fécal a constitué la Terre. Donc, on voit bien que cette imagination n'est pas venue de nulle part. C'est-à-dire que c'est l'observation des termitières dans l'environnement des Wapangwa. Les Wapangwa vivent dans la savane et voient quotidiennement les termites faire leur nid. Et donc, ces termitières interrogent quiconque a été en Afrique. Vous voyez, c'est imposant, les termitières. Alors, donc, du coup, c'est l'observation de ce phénomène qui a sûrement inspiré les Wapangwa pour la création de l'imagination de ce récit. Alors, la création, maintenant, qui est l'œuvre d'un créateur, c'est le cas le plus répandu. C'est le cas le plus répandu. Et dans ce cas, nous avons l'exemple de la conception originale des Boshongo et des Bakuba du Congo. D'après les récits, le Créateur porte le monde à l'estomac. Après d'effroyables nausées et de crampes à l'estomac, il vomit le soleil, la lune, les étoiles, les rochers, les animaux et enfin le premier homme et la première femme. Voilà un cas assez original qu'on retrouve, à mon avis, qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que j'ai été amené justement à regarder aussi les mythes du Proche-Orient ancien. C'est un cas de figure que je n'ai pas encore trouvé dans un autre univers. Donc, un cas assez original. Alors, le rapport au Créateur. Quel rapport entretient l'homme africain
avec le Créateur. Le rapport qu'il entretient avec le Créateur est presque inexistant. Pour lui, le Créateur a délaissé l'homme depuis la création et n'intervient plus du tout dans son destin. Donc, dans ce cas, l'Africain est tenté de lui montrer à son tour un désintérêt en le privant de culte, et c'est pour ça que le Créateur, en dehors de certains cas, et ces cas qui sont rares, on le verra tout à l'heure donc, par rapport au Dogon, le Créateur ne bénéficie pas d'un culte. Alors, parce que ce Dieu a délaissé les hommes, il y a une idée qui s'est imposée donc, à son égard, c'est l'idée d'un Deus otiosus, c'est-à-dire un Dieu passif, un Dieu paresseux. Alors, c'est aussi pour cette raison que les mythes qu'on appelle les mythes de l'éloignement de Dieu sont vraiment répandus dans la mythologie africaine. Et je donne juste le cas du mythe Bwa, BWA. Donc c'est une ethnie qui est à cheval entre le Burkina Faso et le Mali, donc en Afrique occidentale. Et c'est la charpente la plus dépouillée donc, du mythe, du thème de l'éloignement de Dieu. À l'origine, Dieu voûte céleste était si proche de la terre qu'on pouvait le toucher de la main, et c'était le bonheur, la paix et l'abondance. Mais un jour, une femme peule, portant sur sa tête une charge de bois qui touchait à la voûte, pria Dieu avec humeur de se soulever un peu. Dieu accéda à son désir, monta très haut, et depuis lors, il laissa donc les hommes en butte aux puissances inférieures sans plus intervenir dans leur vie. Il faut remarquer ici remarquer la mention de la femme peule qui intervient dans ce mythe. Il y a des raisons historiques à cela. Il y a vraiment une volonté de diaboliser les peuls à travers ce récit. C'est pour ça qu'il y a la mention de la femme peule qui est la cause de tous les malheurs. Pourquoi ? Parce que entre 1914 et 1916, les Bois se sont soulevés contre l'administration coloniale et pour mater la révolte, l'administration coloniale française s'est fait donc aider par les Peuls. Du coup, il y a vraiment des conflits entre les Peuls et les Bois, d'où l'intervention de la femme Peul qui est une volonté de diabolisation des Peuls à travers ce récit. Et on a des raisons de croire que ce fragment a été rajouté. Donc, l'apparition maintenant des divinités secondaires. Les rapports sont plus directs entre les hommes et ceux qu'on appelle les dieux secondaires ou inférieurs, car ils jouent un rôle vraiment utile dans la vie de l'Africain. Ils aident les hommes à agir sur leur destinée, et c'est un mythe Yoruba du Nigeria qui raconte en particulier comment les divinités sont apparues. Le mythe nous dit ceci. Le Dieu suprême fit descendre le démiurge du nom d'Obatala pour qu'il crée la terre. Fort de sa mission, Obatala descendit le long d'une chaîne avec un coq qui, en grattant le sol avec ses pattes, fait étendre la terre en long et en large. Après les éléments de la nature, Obatala entreprit de créer l'homme et il le façonna avec de l'argile crue. De tous les êtres qui avaient été créés d'argile et de souffle, il n'y avait qu'un Orisha, c'est-à-dire un être d'essence divine. Obatala en a fait son esclave. Mais l'esclave était fourbe et il conçut un jour le dessein de tuer son Dieu. Lorsqu'il vit Obatala, tout vêtu de blanc, venir de loin, l'Orisha, donc l'être d'essence divine, se cacha dans les collines, posté derrière un énorme rocher. Lorsque Obatala arriva à son niveau, l'esclave, s'aidant d'une pioche comme levier,
fit basculer l'énorme rocher sur le dieu. Et Obatala fut broyé. Quand la nouvelle se répandit, le dieu de l'oracle s'en vint pour récolter les morceaux qu'il put. Il déposa les morceaux ramassés dans l'obscurité d'une grande calebasse sacrée, et dans la calebasse se produisit une étrange gestation qui donna naissance à des centaines d'orishas, donc c'est-à-dire des divinités secondaires. Et le récit nous dit que c'est depuis cette époque que les orishas se sont répandus un peu partout à travers le monde. Donc, on peut aussi faire le rapprochement par rapport au motif de démembrement avec Tiamat dans le récit d'Enuma Elish que vous évoquiez tout à l'heure, le démembrement de Tiamat qui a fait constituer finalement les éléments et les êtres de l'univers. Et d'ailleurs, Enuma Elish s'appelle aussi la Genèse babylonienne parce qu'on fait le rapprochement avec le récit biblique. Alors, c'est juste une parenthèse. Alors, les ancêtres et la fondation des clans. J'en viens au petit 4. Comment, comme vraiment en Afrique, les sentiments filiaux sont dominés par le sacré, la figure des ancêtres joue un rôle social et religieux majeur. Les ancêtres jouent un rôle important et direct dans la vie de l'Africain. Ils assurent le bien-être des êtres et veillent au strict respect de l'ordre traditionnel par leurs descendants. Dans les récits, de manière générale, les ancêtres sont engendrés par une divinité secondaire. Les mythes qui parlent de l'apparition des premiers ancêtres sont généralement suivis d'un récit ethnogonique, c'est-à-dire qui explique ou justifie l'apparition d'un peuple, son installation sur une terre donnée grâce à l'action première de l'ancêtre éponyme. Un mythe des origines des Bakuba et des Baluba, donc du centre de la République démocratique du Congo, ce mythe des origines nous raconte ceci. La déesse des eaux vivait à l'est. Elle eut un fils et une fille. Le fils du nom de Oto et la fille du nom de Labama. Oto fut le premier roi des Bakuba. Il émigra vers l'ouest avec ses enfants et teignit leur peau en noir. Plus tard, ce peuple le blâma pour avoir épousé sa sœur. Alors, il s'enfuit avec ses partisans et fonda la nation des Baluba, cette fois-ci. Ceux-ci s'installèrent dans le désert. Et Oto, l'ancêtre, souffla dans sa corne, et là, dans le sable stérile, poussèrent de très nombreux arbres, une forêt tout entière qui constitue le lieu d'installation actuel des Baluba dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Ce récit fait donc de Oto l'ancêtre commun des Baluba et des Bakuba. Juste une remarque pour conclure cette deuxième partie. On voit bien que les récits fondateurs montrent une conception générale de l'univers dans laquelle le religieux a une part importante. Comme l'affirme l'anthropologue ivoirien Haris Memel Fauté, à travers les récits bibliques, chaque religion africaine représente, je cite, une totalité cohérente qui continue d'informer l'âme et le comportement des peuples. Ça fait une transition pour la troisième partie. Donc, la réactualisation du mythe par le religieux à travers le cas concret de l'exemple de la cosmogonie Dogon. La fondation de la religion Dogon par un mythe est le cas le plus caractéristique des rapports étroits qu'entretiennent récits fondateurs et religion. Le mythe Dogon fonde la religion de ce peuple, de même que les rites religieux réactualisent le récit mythique et lui redonnent vie. Les Dogons sont un peuple qui vit
au Mali, principalement dans la falaise de Bandiagara. Et les mythes ou la cosmogonie dogon nous a été connue principalement par rapport au travail de Marcel Griol, qui, entre 1930 et 1965, a recensé ces récits grâce à l'action du chef religieux Ogo Telemi, qu'il a aidé et qu'il a initié en même temps. Et ces récits ont été consignés dans deux ouvrages principaux donc de Marcel Griol. C'est Dieu d'eau, paru en 1948, et Le renard pâle en 1965. Donc, la construction très élaborée de la cosmogonie dogon forme une conception générale de la création du monde et le récit le plus complet qui fonde le système des valeurs et des pratiques religieuses de ce peuple. Le résumé du récit. Ama, Dieu créateur, forme la terre qui est un élément féminin. La terre donne naissance à deux jumeaux androgynes, le bon et le mauvais. Le mauvais, le renard pâle, dérobe les graines à son géniteur et les sème dans sa mère en créant l'univers terrestre. Ainsi, il inaugure la création par l'inceste. Or, ce désordre doit être réparé. L'autre jumeau, le nomo, s'offre alors en sacrifice. Ama l'émascule, le morcelle et disperse les parties de son corps pour en faire les différents éléments de l'univers. Ensuite, Ama le ressuscite. Pour le récompenser de son sacrifice, il lui donne la parole. Nomo, à son tour, enseigne la parole aux 4 couples d'ancêtres qu'il crée. Les 4 couples d'ancêtres correspondent aux 4 catégories de la société dogon, c'est-à-dire le père de famille, le prêtre totémique, le hogon, c'est-à-dire le guérisseur, et enfin l'initiateur des sociétés de masques. Ces premiers ancêtres sont de la nature des silures. Les silures, le silure, c'est un poisson donc d'eau douce qui a la tête d'un poisson-chat et le corps d'une lotte. Et c'est vraiment un poisson répandu dans la région sahélienne où vivent les dogons. Alors, Ama punit le renard pâle, donc le jumeau incestueux, et en le privant de la parole. Et le récit dit que Ama lui a coupé la veine de la parole, c'est-à-dire qu'il possède désormais la parole, mais uniquement de manière intérieure. Par la suite, le renard pâle n'est utile aux hommes que par les traces qu'il laisse dans le sable. Et ces traces sont interprétées par les prêtres totémiques et donc sont désormais un instrument de divination. Alors, le cas pratique maintenant du renouvellement des faits mythiques, c'est-à-dire la manière dont les récits se traduisent en actes religieux. Cas rare en Afrique subsaharienne, la religion dogon comporte une série de cultes complexes qui s'adressent tout d'abord à Ama. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est rare. Donc, il y a un culte chez les Dogons qui s'adresse au Créateur. Ce culte est constitué d'invocations. Et l'invocation dite nom d'Ama intervient à la fin de toutes les cérémonies collectives. La prière est récitée soit par le patriarche du lignage, soit par l'homme le plus âgé du groupe. L'énoncé de la parole comporte un certain nombre de séquences qui se rapportent à des faits mythiques connus seulement des initiés, c'est-à-dire ceux qui ont été en contact avec les mythes et qui ont été vraiment initiés au mythe de la création. Voici un extrait de l'invocation d'Ama, adressée à Ama. Ama, nos corps sont courbés devant toi. Nos mains sont dans notre dos.
tous les hommes ont les mains au dos, enferment dans un trou toutes les mauvaises paroles, donnent à notre gorge de bonnes paroles, donnent à la gorge de tous les hommes de bonnes paroles. Le cas maintenant des nomos, des divinités, c'est-à-dire le nomo qui a donné naissance aux divinités secondaires. Au nomo qui a sauvé l'univers par son sacrifice, on élève des autels et on fait des sacrifices aussi. Et le sacrifice du nomo, c'est-à-dire le nomo, le jumeau qui a sauvé l'univers, est le paradigme même, le paradigme du sacrifice accompli par les peuples dogons. Il en définit les fonctions de purification, de réorganisation et de régénération globale. On élève aussi des autels et on fait des sacrifices pour les 4 couples d'ancêtres. Et enfin, il y a le rite, un rite collectif et spectaculaire qui rassemble tous les dogons. C'est un rite, ça s'appelle le rite de Sigi, qui est bien connu d'ailleurs, parce que ce rite a été filmé par Jean Rouch, pour la dernière cérémonie de Sigi qui a eu lieu entre 1964 et 1967 et 1974. Et donc, ça a été filmé, cette cérémonie, et ce film constitue d'ailleurs un matériau vraiment important de l'ethnologie. Et le culte a lieu tous les 60 ans. La prochaine fois, c'est en 2027, alors réservez vos billets. Hein. Donc, la fête de Sigi commémore la révélation de la parole aux hommes. C'est l'occasion donc de rejouer les grandes phases du mythe de création durant toute une semaine. Donc la semaine dure 5 jours chez les Dogons. Tous les villages s'y prêtent à tour de rôle. Et la veille, les Dogons jeûnent. C'est-à-dire que le jeûne a un sens symbolique. C'est une manière de retourner dans le ventre primordial qui est la terre. Le matin de la fête, les hommes s'habillent en se parant. Ils s'habillent d'abord comme des poissons, en référence donc aux ancêtres Nomo-Silure, dont je parlais tout à l'heure, et ils se parent de bijoux et des mouchoirs de femmes, histoire de rappeler, donc d'évoquer l'androgynie de leur Dieu rédempteur. On sculpte un grand masque qui servira à la danse pour le renouvellement et la réactualisation de l'histoire sacrée. Les femmes préparent de grandes calebasses de dolo. Le dolo, c'est une bière de mil et de fonio. Et le symbolisme attaché à la confection de la boisson commémore les étapes du sacrifice du Nomo-Silure pour la réorganisation de l'univers, univers qui, chez les Dogons, est toujours en formation. En guise de conclusion de mon exposé, je dirais ceci. Nous avons vu que dans le champ religieux africain, le mythe révèle vraiment le religieux. Mais il y a une question qui reste posée. La religion a-t-elle pour autant besoin du mythe pour exister ? On peut noter que dans la plupart des traditions religieuses africaines se passent des récits cosmogoniques parce qu'elles trouvent leur existence dans la pratique religieuse. Les religions africaines sont caractérisées par les croyances et les pratiques. Elles ne connaissent pas de dogme. Sur le plan des pratiques ou des rites, très souvent, lorsque le récit évoque un rite ou un acte religieux, il s'agit généralement d'une justification après coup, ce qui suppose que le rite a précédé le récit, même si le récit situe les événements dans les temps primordiaux. Souvent, le mythe sert à légitimer une tradition. C'est pour cette raison que les récits mythiques africains se présentent habituellement sous forme fragmentaire. Pour justifier, par exemple, la pratique de l'excision, il y a une version du mythe dogon
qui raconte que Amma forma la terre, qui est une femme. Cette femme est allongée du nord au sud. Amma a voulu la féconder. Alors, le clitoris de la femme, qui est donc une termitière, se dressa en opposition au sexe mâle de Amma. Amma a dû l'abattre, a dû abattre donc le clitoris, ce qui justifie finalement la tradition de l'excision. Il faut dire que ce fragment ne se trouve pas dans toutes les versions et donc on peut supposer aussi là que ça a été rajouté pour légitimer la tradition de l'excision. On voit bien que lorsqu'une pratique est évoquée par un récit, c'est dans un but précis, c'est donc les pérenniser. Comme en Afrique, la parole ne meurt jamais, la mise en récit d'une tradition permet donc de la sauvegarder. Par rapport aux croyances maintenant, j'aimerais poser la question à la manière de Paul Venn, en référence à son livre bien connu, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Et donc, je pose la question, les Africains croient-ils à leur mythe? Paradoxalement, ce n'est pas dans le domaine purement religieux des pratiques que les récits fondateurs sont crus. Il faut reconnaître que les récits auxquels les Africains croient le plus sont ceux qui évoquent la fondation d'un peuple ou d'une ethnie par l'ancêtre éponyme. Pourquoi? Parce que ce genre de récit justifie en même temps l'installation du peuple sur un territoire et lui donne une légitimité. Ce qui renvoie du coup à l'importance de l'identité de la lignée et puis du territoire. Dans ce genre de récits, c'est des récits qui sont vraiment à cheval entre le mythe et la légende. Je peux citer l'épopée de la reine Pokou qui a fondé le peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Le récit, globalement, nous dit ceci, c'est-à-dire que la reine Pokou, suite à un conflit avec son frère, est partie du Ghana où elle faisait partie du peuple Akan. Elle est partie avec une contingence d'hommes pour aller s'installer sur un autre terre. Ils arrivent à un endroit où ils ne pouvaient plus avancer parce qu'ils étaient bloqués par une rivière. On a consulté les dieux et ils ont demandé un sacrifice, le sacrifice du premier fils. Personne n'a voulu donner son fils en sacrifice et la reine elle-même donne son fils unique en sacrifice et ils ont pu passer la rivière pour aller s'installer sur les terres actuelles, donc des Baoulés qui constituent une population importante de la Côte d'Ivoire. Et pour les Baoulés, ce récit est vraiment un récit phare. Les Baoulés croient que les choses se sont passées exactement comme ça. Par contre, ce récit, contrairement à ce qu'on a vu pour les Dogons, ne donne pas lieu à une pratique religieuse. Alors, la question donc de la croyance au mythe renvoie à celle de la vérité. Les récits fondateurs sont-ils vrais? Disent-ils la vérité? Alors, pour répondre donc à cette question, et pour finir, je cite donc cette phrase sublime donc, de Paul Venn. « Les hommes ne trouvent pas la vérité, ils la font comme ils font leur histoire. » Je vous remercie.